Je suis une jeune maman de 30 ans, je m'appelle Patricia et je viens partager mon histoire avec vous. Il y a 2 ans, jour pour jour, enfin à quelques jours près, je perdais ma fille, à peu près à 6 mois de grossesse. Le rendez-vous du 6e mois, je me présentais à la clinique et au moment d'écouter le cœur de mon enfant, plus aucun bruit. On se dirige pour faire une échographie et là on constate qu'il n'y a plus aucun rythme cardiaque et on m'annonce que ma fille est décédée à l'intérieur de moi. Alors quelques jours avant, plus particulièrement 10 jours avant, un soir, je suis dans le lit avec mon époux et je suis inquiète, mais j'ose pas le dire. Je suis inquiète, donc, mais je ne veux pas partager mon inquiétude avec mon mari, donc je vais me réfugier dans les toilettes. Discrètement, j'appelle la maternité. Et j'explique mon problème, je dis que voilà, je suis enceinte de 29 semaines et que depuis peu, je sens les coups de ma fille. Et depuis quelques jours, la fréquence des coups, l'intensité n'est plus la même. Au téléphone, j'ai une jeune fille, une jeune femme qui est très agacée de mon appel. C'est limite, mais voilà, vous appelez pourquoi? C'est une première grossesse. Généralement, les enfants, ils dorment beaucoup à ce stade-là. Donc, écoutez, madame, si vous n'avez pas le courage d'attendre 10 jours pour votre prochain rendez-vous, bah, présentez vos urgences, mais en gros, vous ne viendrez pour rien. Alors, ma réaction à ce moment-là, c'est que je me sens très vite bête. Limite, je m'insulte, je m'en veux. Je me dis, ma vie, Patricia, t'es bête. C'est ma première grossesse, j'ai aucun comparatif, je sais pas. Et c'est vrai que je veux pas tomber dans la peur ni la paranoïa de la future maman. Donc très vite, je me reprends. Je me dis oui, 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 elle a raison, Patricia. Là, tu fais la teubée. Reprends-toi. Dans 10 jours, tu as rendez-vous et tu verras, tout ira bien. Je me perçois tellement que j'arrive, j'imagine un coup. Je sens un coup dans mon ventre. Et là, je me dis, ok, tout va bien. Et je repars me coucher sans rien dire à mon mari. Donc, j'ai pas l'impression que mon enfant est décédé parce que pour moi, on ne porte pas la vie pour donner la mort. Donc, je l'imagine pas, je le pense pas. Je me dis qu'il y a quelque chose, je me pose des questions, mais comme j'ai pas de moyens comparatifs, je ne sais pas en fait. Mais en fait, je peux pas penser, je suis pas assez courageuse pour me dire qu'il est mort. Je me dis, si je pense que mon enfant est mort à l'intérieur de moi, je vais pas me recoucher. Donc, pour moi, il y a quelque chose. J'ai peur pour rien, mais ça va. Ça va aller. Je me dis, ça va aller et je repars me coucher. Donc, 10 jours plus tard, finalement, je patiente 10 jours. Je patiente 10 jours et là, on se présente avec mon époux, comme à chaque fois, pour le rendez-vous du 6e mois. Donc là, ça devait être juste un rendez-vous gynécologique. Aucune échographie était prévue. Juste écouter le cœur du bébé. Et justement, au moment d'écouter le cœur du bébé, la sage-femme, elle n'est pas inquiète. Hein. Elle dit juste, oh, votre bébé fait des caprices, on le trouve pas. On le trouve pas, bon, retournez-vous, faites ceci, faites cela. Et je me rappelle, juste avant qu'elle puisse écouter le cœur de mon bébé, elle a mesuré pour la première fois mon ventre. Et lorsqu'elle a mesuré mon ventre, moi, je lui ai dit, oh, j'ai l'impression que mon ventre, elle a maigri. Elle me dit, mais non, votre ventre, il ne peut pas maigrir, surtout à ce stade-là. Et ensuite, on passe pour écouter le cœur du bébé. Et là, elle me dit, mais elle ne fait pas le rapprochement. Ça veut dire que instinctivement, j'ai des mots en alerte qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle ne fait pas le lien tout de suite. Elle cherche, elle touche mon ventre, elle tripote, elle me dit, mais vous sentez rien? Donc elle essaye un peu, elle appuie vraiment sur mon ventre et elle me dit, vous sentez rien? Après, je dis, bah, je sens qu'il y a quelque chose dans mon ventre, mais il n'y a pas de... Vu que je ne sais pas comment réagit un bébé quand on appuie sur le ventre, je ne sais pas, je lui dis, je sais qu'il y a quelque chose dans mon ventre, mais quand vous appuyez, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Pareil, ça ne l'alarme pas. Ok. Donc elle me fait changer de position, ceci, cela, rien qui se passe. Et là, au bout d'un moment, elle se dit, bon, on va quand même faire une échographie pour vérifier. On va quand même faire une échographie pour vérifier. Allons-y. Donc là, c'est sa collègue qui prend le relais. Donc elle appelle sa collègue et voilà, j'arrive pas à entendre le cœur du bébé. Vraiment, elle n'est pas inquiète, elle est très dynamique, elle est très souriante. En plus, elle est jeune. Donc, elle ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Donc, elle m'envoie à sa collègue. Et là, très vite, sa collègue, elle me met le gel, elle met la machine, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et là, elle regarde et elle fronce les sourcils. Mais moi, je suis très calme. Je vois le regard, dans le regard de cette dame, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mon mari aussi, mais je reste très calme. Parce qu'on ne m'a rien dit. Donc, tant qu'on ne m'a rien dit, moi, c'est Patricia, tu t'affoles pas. On ne t'a rien dit. Donc, et tout de suite, elle se lève, elle dit j'arrive pas. Et elle sort de la salle. Et moi, elle nous a rien dit, donc mon mari et moi, on se regarde, calme, on se dit rien du tout, hein. On se dit absolument rien, on reste zen. Elle revient avec un homme, un médecin.
Donc lui, il a été très pragmatique, il est rentré, il a dit bonjour, il a mis la sonde sur mon ventre et puis il a dit non, il n'y a pas. Et il est ressorti comme ça. Ouais, mon mari et moi, on se regarde, ouais, mais il n'y a pas quoi. Il n'y a pas quoi. Donc on a besoin de mots, mais là, on n'a pas de mots. Moi, pour l'instant, je n'ai pas entendu, on ne m'a pas dit la chose concrète, donc je ne comprends pas. Je ne sais pas si inconsciemment, j'ai fait semblant de ne pas comprendre, mais je voulais entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas quoi. Et là, la dame, directement, elle vient vers moi, elle veut limite m'enlacer, Non. Donc là, je la repousse. Je lui dis, madame, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non, mais vous voyez, il n'y a pas, quand on fait comme ça, normalement, la ligne blanche, la ligne noire. Et je dis, mais c'est quoi la ligne blanche, la ligne noire? Dans ma tête, on ne fait pas des gosses tous les jours, donc parlez-moi concrètement. Oui, non, mais en fait, il n'y a pas de mouvement cardiaque. Ok, donc réanimez, faites repartir le cœur, faites quelque chose. La nouvelle technologie. Donc moi, je suis vraiment très ignorante. Et c'est là où on voit que quand on est maman pour le début, on n'a pas assez d'accompagnement voilà, on ne connaît pas les termes, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de mouvement cardiaque sur une échographie. Donc moi, pour moi, réanimez-le, faites quelque chose. Oh non, attendez, je vais appeler la chef de service. Et qui, elle, qui vient avec un peu plus de pédagogie, beaucoup moins émotive, qui pose le contexte, voilà. Donc elle se présente à nous, chose qu'aucun médecin n'avait fait depuis qu'on était arrivé. Donc elle se présente à nous, elle nous dit voilà qu'en effet, qu'il a été constaté qu'il n'avait plus de mouvement cardiaque dans mon échographie. Et ce qui signifiait que l'enfant était mort à l'intérieur de moi, mais qu'on ne savait pas encore les causes et quelles étaient les raisons et depuis quand. Et donc là, elle a repris l'échographie avec moi et elle m'a expliqué que lorsqu'on met une sonde sur un ventre qui a du mouvement, c'est-à-dire de la vie, qui a les mouvements cardiaques, il y a une ligne blanche qui apparaît automatiquement sur l'échographie. Et là, tout est noir. Donc, c'est-à-dire que dans les 2 secondes qui viennent, un médecin détecte s'il y a un mouvement du cœur. Donc, déjà, premièrement, je me suis dit, mais pourquoi elle a mis autant de temps si en 2 secondes, elle a compris que j'avais un enfant mort à l'intérieur de moi. Et donc, elle m'a dit, donc, elle a repris l'échographie avec nous et elle a constaté en effet une anomalie sur le placenta. Je me souviens que mon mari, il a enlevé sa veste. C'est que déjà, on a trop d'informations d'un coup. Et moi, en fait, je rejette toute émotion et je reste en fait dans le rationnel. J'essaie de rester vraiment dans le rationnel et je me rappelle, je dis à cette dame, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer concrètement? J'ai un enfant qui est mort à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, elle me dit, donc on va monter, on va prendre le temps, vous allez me poser toutes les questions dont vous avez besoin. Et ensuite, je vous ai expliqué étape par étape comment on va procéder, mais on va vous faire accoucher. Je ne pleure pas, mais je ne veux pas qu'on me prenne dans les bras ou quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'on me console. J'ai besoin en fait d'avoir toutes les informations pour comprendre. En fait, j'ai besoin de comprendre. Donc, ça veut dire que je veux qu'on me parle un maximum. Ça veut dire que je pose des questions et je veux que les réponses soient concrètes. À ce moment-là, je ne veux pas qu'on ait pitié de moi et qu'on essaye voilà, de me dire non, mais c'est pas grave, ça arrive. Non, je veux qu'on m'explique concrètement, voilà, qu'on me dise voilà, Patricia, tu as un enfant mort dans ton ventre, on ne sait pas depuis combien de temps, la petite est morte, mais tu vas accoucher d'un enfant mort-né. Je veux qu'on me parle vraiment et pas qu'on me cache des choses, je veux qu'on me parle. Alors, l'étape suivante, on monte dans cette chambre et là, on est mon mari et moi. Donc, ils sont pas, enfin, le corps médical n'est pas tout de suite venu. Ils nous ont laissé un instant, ils nous ont laissés seuls. Donc, mon mari et moi, on est très croyants. Donc là, on s'est regardés et en fait, on s'est retrouvés face à notre foi. Donc, en fait, on se dit souvent que lorsque l'on croit en quelque chose, en fait, il faut prouver. Avec mon mari, on aime bien se dire il faut prouver qu'on croit en cette chose. Et là, on s'est dit, on est face à notre foi, soit on croit, soit on ne croit pas. Donc, on n'avait pas d'issue. En fait, on s'est dit, soit on croit. Mais si on croit, il va falloir se battre parce que ça va être dur, parce qu'il va se passer plein de choses que nos yeux, nos sens vont voir et entendre qui vont aller contraire à notre foi. Mais nous, c'est dans notre cœur, on croit, donc on se bat. Si on doute, eh ben, il faut qu'on lâche tout le travail qu'on a bâti, il faut qu'on l'abandonne maintenant parce qu'on ne peut pas se permettre de douter une fois et de reprendre plus tard. Donc pour nous, c'était, en fait, quand on s'est parlé, très très vite, il fallait qu'on prenne cette décision. Soit on croit, soit on ne croit pas. Et très vite, on s'est regardé, on a dit on croit. Et là, le corps médical est rentré et mon mari a demandé à refaire une échographie. Parce qu'en fait, on s'est dit que quand même, ça a été très vite. On a entendu des choses, on nous a dit, mais voilà, là, quelques heures étaient passées,
on avait besoin voilà, de refaire une échographie avant voilà, de passer à l'étape justement de l'accouchement. Donc, on a des psychologues qui sont venus nous voir, qui nous ont parlé, le corps médical, et bien sûr, cette sage-femme qui m'avait reçue juste pour un rendez-vous gynécologique et qui, au final, a dû, entre guillemets, m'annoncer le décès de mon enfant à l'intérieur de mon ventre. Donc là, pendant toutes ces heures, je suis accompagnée justement de la chef de service, cette dame qui nous accompagne un peu là, dans le processus aussi du deuil, parce que avant même d'accoucher, il faut se dire qu'on va accoucher d'un enfant mort, mais qu'on va procéder de la même façon que lorsqu'on donne la vie. Et j'ai du mal avec ça. J'ai du mal, je me dis, mais pourquoi on ne donne pas un médicament et que l'enfant sort tout seul? Pourquoi ils ont besoin véritablement pourquoi je dois avoir des contractions? Je ne comprends pas. Donc là, on est toujours avec le chef de service. On refait une échographie. Elle nous explique avec un peu plus de détails, voilà, qu'est-ce qui a pu se passer, ceci, cela. Donc, je discute avec le chef de service qui me pose la question, qui me dit en effet, Madame, est-ce que vous n'avez pas eu des signes annonciateurs? Est-ce que vous avez perdu du sang? Est-ce que vous avez des douleurs? Je lui dis non, j'ai eu aucun signe, aucune douleur, mais il y a 10 jours, j'ai appelé aux urgences. Elle m'a dit, ah bon? Elle me dit pourquoi? J'ai dit oui, j'ai appelé il y a 10 jours aux urgences parce que depuis peu, je sentais des coups vraiment intenses de ma fille et j'ai trouvé que les mouvements étaient moins intenses. Elle me dit, ah bon? Et lorsque vous avez appelé, que vous a dit Adam? Ben, elle m'a dit qu'à cette étape-là, donc je répète en fait tout ce qui m'a été dit. Et là, elle me regarde, elle me dit, ouais, vous savez, madame, être maman, être enceinte, c'est un sixième sens. Donc, quand à ce moment-là, en fait, vous avez fait appel aux urgences, ben, fallait vous faire confiance. Donc, limite, fallait venir et fallait pas. Enfin, je sens dans son regard que, parce qu'elle m'a même demandé le nom, elle a cherché la date, elle m'a demandé l'heure, et donc je lui ai montré mon téléphone, parce que dans l'historique de mes appels, il y avait encore le numéro à quel appel. Je ne sais pas si par la suite, elle a essayé de faire une recherche pour savoir qui était à l'accueil, mais voilà. Pourtant, j'ai employé des mots enfin, avec du recul, je me dis que c'était des mots urgents. Quand on dit que c'est pas la même intensité, que mon enfant est donné des coups forts, que là, je le sens moins, que les mouvements. Donc j'ai précisé qu'elle donnait des vrais coups, que je voyais vraiment des parties de son corps et que là, depuis à peu près 10 jours, c'était juste comme si en fait ça flottait dans l'eau. Mais moi, avec toute mon ignorance, hein, je dis ça, mais je sais pas que en fait, en fait, je décris vraiment qu'est-ce qui se passe parce que du coup, ma fille est morte et elle baigne en fait dans l'eau de liquide amniotique. Donc moi, je dis que je ressens cette sensation comme quelqu'un qui est dans l'eau, quoi. Et en fait, elle me regarde et je sens qu'elle est stupéfaite, même si elle ne dit pas beaucoup de choses. Et là, elle part. Et donc là, elle me dit comme quoi, avant de procéder à l'accouchement, on va faire un tas d'analyses pour voir s'il n'y a pas de problème, qu'il n'a pas pu être détecté en amont. Donc, je fais là les prises de sang, les choses comme ça. Donc, avec mon mari, vu qu'on est croyant, on a prié dans notre cœur. On s'est dit que si c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, ça se passera comme ça. Mais on était sûr que si c'était ça, c'était pas pour rien. On ne comprenait pas pour le moment pourquoi ça nous arrivait, mais ce qui était sûr, c'est qu'on avait mis dans notre cœur que si cela est arrivé, c'était pas pour rien. Vient alors le moment de l'accouchement, mais avant ça, il faut que je précise que je n'ai pas accouché directement parce que je sais pas comment s'appelle ce processus, on m'a fait comme un déclenchement par comprimé. Donc j'ai été renvoyée chez moi, je suis rentrée chez moi, j'ai dormi avec mon bébé à l'intérieur de mon ventre et je suis revenue le lendemain. Je suis revenue le lendemain, je me suis présentée et là, on m'a donné un premier comprimé pour maturer, comme ils disent, le col. En fait, pour préparer mon corps à l'accouchement, pour que mon corps comprenne que la grossesse est finie et qu'il puisse commencer son travail et expulser le bébé. Donc, ça a pris à peu près, une semaine. Donc, du coup, je suis restée une semaine à la clinique. On m'a posé la question de savoir si je préférais rester chez moi, prendre les comprimés et revenir une fois que le col était maturé. Mais en fait, je voulais que ça finisse vite. Je voulais aller vite. Je voulais vraiment que les choses aillent vite. Donc, je me suis dit, on va rester à l'hôpital une semaine et quand on va sortir, tout sera derrière nous. On n'aura pas à faire tous ces allers-retours. Donc, on est resté une semaine. Au bout de 3 jours, mon col a maturé. Donc là, on m'a préparé. On m'a dit, voilà, à partir d'un certain moment, vous allez ressentir des douleurs comme quand on a ces menstruations. Et là, le travail va commencer.
Une semaine, c'est très long. C'est très long et il faut dire que là encore, moi, je ne me permets pas de rentrer dans une phase de deuil parce que je me dis que mon corps, il va avoir besoin d'énergie, je vais avoir besoin de force. Je peux pas. Donc là, vraiment, en fait, moi, à cette étape-là, avec le recul, je me rendais pas forcément compte, mais je, je- voilà, le deuil n'a pas encore commencé. J'ai pas encore vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pas encore laissé place à l'émotion. Je suis toujours dans ma phase rationnelle. Il faut que, voilà, il faut voilà, que je fasse ce que j'ai à faire. Une fois que j'aurai accouché, là, je veux rentrer dans une autre étape. Mais pour l'instant, il faut que ça se passe bien parce que c'est un accouchement, je peux faire une hémorragie, mon col ne peut ne pas s'ouvrir, je peux avoir une césarienne. Et là, moi, je vais éviter tout ça. Ça veut dire que je souffre assez psychologiquement, je vais souffrir aussi physiquement, mais si je peux épargner tout ce qui est hémorragie, tout ce qui est césarienne, voilà, moi, c'est ça, je me concentre sur ça. Et je prie Dieu pour que, voilà, pour que ça aille le plus vite possible, qu'il n'y ait pas d'autres complications. Alors, grâce à Dieu, il se passe rapidement. Donc, je devais accoucher dans les 12 heures. Donc le déclenchement devait se faire dans les 12 heures. Je devais prendre 3 comprimés toutes les 6 heures et j'ai eu besoin de prendre en un seul comprimé, j'ai eu les contractions. Et donc là, j'ai eu très très mal et très vite. Et donc et le corps médical ne s'y attendait pas forcément parce qu'eux, ils étaient dans la logique, première grossesse, donc le travail va être long, soyez patients. Donc ils m'ont préparé à ce que ce soit long. Mais ça n'a pas du tout été long. Donc, au premier comprimé, j'ai des contractions, mais de malade, mais je ne sais pas que c'est des contractions. Donc, je dis à ma maman, oui, on dirait que je vais avoir mes règles. Et je tourne dans tous les sens, mais je ne sais pas. Parce qu'on ne m'a pas expliqué ce que c'était des contractions. On ne m'a pas dit, voilà, si tu ressens ça, ceci, cela. Non. Donc, j'ai mal comme si j'ai mes règles. En fait, j'ai des contractions, mais je ne sais pas. L'infirmière fait des allers-retours dans ma chambre. Elle aussi, elle ne se prépare pas, elle s'y attend pas. Oui, elle a mal, la pauvre. Je dis j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Mais pour elle, c'est trop tôt. J'ai mal, madame, j'ai mal, j'ai très mal. J'ai très mal, je me tourne, je ne suis pas ma mère, elle me connaît, je ne suis pas une chochotte du tout. Mais en fait, c'est pas que j'ai pas été prise au sérieux, mais ça veut dire qu'ils sont tellement dans leur objectif de c'est une première grossesse, le travail va prendre son temps, donc ils m'ont un peu, je sais pas si c'est le mot négligé, mais j'ai pas été entendue. J'ai pas été entendue lorsque je disais que j'avais mal, que j'avais mal, que j'avais mal, que je voulais voir quelqu'un, que je voulais être auscultée, donc ça a pris du temps. Et là, j'ai vraiment mal. Donc je fais un scandale dans la chambre. Je tape partout, mais vraiment. Je tape partout. J'ai très mal, j'ai très mal. Appelez-moi quelqu'un, j'ai très mal. Je n'écoute plus, je crie sur elle. Je crie vraiment, je crie, je crie. Et là, elle a peur. Donc de peur, elle appelle quelqu'un. On va vous ausculter. En effet, on va vous monter. On va vous monter, on vous ausculte. Oh, vous êtes à 4 doigts. Ah oui, en effet, le travail s'est fait très rapidement, très rapidement. On va faire un accouchement entre-temps. On va vous mettre la péridurale. Est-ce que vous voulez la péridurale? Il faut savoir que à la base, si tout s'était bien passé, je voulais accoucher sans péridurale. Donc là, je demande très vite la péridurale parce que la douleur, elle est insupportable. Donc j'ai la péridurale, je respire, je suis détendue un peu, j'échange 2-3 mots avec mon mari. Et là, on vient me voir, on me dit oui, le travail se passe très très bien, mais ce ne sera pas pour maintenant. On va aller faire un autre accouchement, on revient vous voir. Donc elle finit, à peine qu'elle traverse la porte, je dis à mon mari, ça sort, il y a quelque chose qui sort. Il y a quelque chose qui sort, Julio, qui sort, qui sort, qui sort. Et là, il court, il va appeler la dame. Et là, la dame, parce qu'en fait, je ne suis même pas préparée, ils n'ont même pas mis mes pieds, rien du tout. Je suis juste sur un lit et voilà, je viens juste de m'allonger, de poser mon dos parce que je viens d'avoir la péridurale. Et là, je sens vraiment quelque chose sortir de moi. Et je crie, j'appelle mon mari, je dis, va appeler le médecin, dis-lui que là, c'est bon, c'est le moment. Et là, elle arrive, bon, elle est paniquée. Mais elle a géré la situation, elle n'a pas montré dans son visage qu'elle était paniquée. Donc très très vite, elle voit et tout que ça sort. Donc elle me positionne, elle me dit, voilà, je vous dis à 2-3, vous poussez, mais moi je ne l'écoute pas parce qu'en fait ça sort tellement, tellement facilement. Et en fait, je la vois dans son regard parce que généralement dans ce genre de situation, et ça je l'ai su après, c'est lorsqu'on accouche d'un enfant mort-né, on pose à la maman la question de savoir si elle veut voir son enfant ou pas. Et comme elle ne m'avait pas posé la question juste avant, elle ne savait pas comment en fait accueillir le bébé, comment le cacher, vu qu'il y avait absolument rien. J'étais à nu, c'était elle et moi.
Et tout le corps médical qui devait être là, normalement, devait être 3 personnes. Enfin, je ne sais pas combien de personnes, je sais qu'il doit y avoir plusieurs personnes pour l'assister. Elle n'était pas là. C'était mon mari, moi et elle. Nous étions 3 dans la salle. Et donc, elle m'a fait accoucher. Et elle m'a fait accoucher. Et du coup, elle a pris ma fille, elle l'a emballée dans un drap et elle est sortie. Elle est partie poser ma fille. Enfin, je ne sais pas où elle a posé. Elle est revenue pour me poser la question, justement, si je voulais la voir. Je demande à voir ma fille. J'ai besoin de la voir. Il faut que je la voie parce que pour moi, ça fait partie du processus. À ce moment-là, je crois que j'ai enclenché la case deuil. J'ai besoin de la voir parce que si je ne la vois pas, j'aurais l'impression que peut-être voilà, elle est encore en vie. Je veux la voir. Je veux la voir, mais pas plus. Donc, on me pose la question. J'ai accouché. Elle me demande comment je me sens. Et là, mais sans faire de jeu de mots, je lui dis, je me sens vide. Mais vraiment vide. C'était pas pour faire des jeux de mots, c'était vraiment, je me sentais. C'est la première sensation que j'ai eue à l'intérieur de moi. Et donc là, elle vient avec ma fille. En fait, j'ai donné tellement d'énergie. En fait, je suis épuisée. Je suis épuisée. Donc, elle me la porte. Et en fait, c'est elle qui la tient. En fait, j'ai même pas de force, en fait, pour tenir ma fille, pour la prendre dans mes bras. Et en fait, je ne m'attendais pas. Je vois une poupée, Pour moi, c'est une poupée, je la trouve très belle. Je ne m'attendais pas, en fait, à voir un corps. En fait, c'est un bébé, mais c'est une poupée. En fait, c'est une poupée. Et donc, je la vois un instant et aussi vite, elle repart parce qu'en fait, j'ai même pas le... En fait, je suis chamboulée. Je suis chamboulée. Je me dis, en fait, avec le recul, c'est vraiment après, je me dis, tu aurais pu la prendre dans tes bras, des choses comme ça. Mais en fait, je suis tellement épuisée. Je la vois, je la regarde, mais je la regarde vraiment. Je capture son visage. Je capture vraiment son visage, ses sourcils. Je vois qu'elle a beaucoup de cheveux. Voilà, vraiment, mais ça veut dire que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que peut-être j'ai bâclé, mais en fait, l'instant, ça n'a pas duré longtemps, mais je l'ai décortiqué vraiment en le peu de temps où elle était là, vraiment, je l'ai décortiqué, j'ai son visage, je la connais, je vois comment elle est, et, euh, et elle repart. Et là, il faut penser, maintenant, on parle d'enterrement. On parle d'enterrement, de cérémonie. Je suis pas prête. Mais il faut le penser maintenant, il faut le réfléchir maintenant. On me laisse pas de temps on me laisse pas le temps voilà, parce que je suis fatiguée physiquement, on me laisse pas ce temps-là. C'est maintenant, il faut penser, il faut aller faire un acte de décès sans vie, il faut que mon mari aille. C'est le même processus pour la vie, mais sauf que là, c'est pour la mort. Donc, il faut que mon mari aille faire un acte de décès sans vie, des choses comme ça, qu'il aille à la mairie. Il faut que tout de suite, dans l'instant, réfléchir si je vais l'enterrer ou bien si je la laisse à l'hôpital, qui va s'occuper d'elle. Est-ce que je veux une photo de ma fille? En fait, tout doit être fait rapidement. Et en fait, ça me dépasse parce que c'était ce sentiment aussi que je voulais que les choses aillent vite. Mais moi, c'était plus dans le sens que accoucher et ne plus avoir ce bébé mort à l'intérieur de moi. Tout le reste, tout ce qui était administration, idéalement, j'aurais préféré avoir le temps de comprendre ce que je fais. Enfin, concrètement, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon mari, mais de comprendre vraiment qu'est-ce que je fais. Et donc, faut réfléchir. On fait quoi? On l'enterre. Donc, si on enterre, on fait une cérémonie. Nous qui voulons pas amener notre famille à cette souffrance, en fait, à ce deuil, on a trouvé que la cérémonie, c'est trop dur. Donc, on prend la décision de la laisser à l'hôpital. On a décidé aussi de ne pas prendre la photo. On a décidé de ne pas prendre la photo. On nous a expliqué comme quoi la photo allait rester au dossier pendant 5 ans. Si on changeait d'avis, on avait la possibilité de venir récupérer cette photo. On la déclare parce on veut une trace d'elle dans notre livret de famille. On ne veut pas faire comme si elle n'avait jamais existé. On lui donne un nom, Jaëlys, un acte de décès sans vie. Et on dit au revoir à notre fille. Et là, on reste tous les deux. Et la première nuit, elle est très dure. Elle est très, très dure. Les couloirs sont noirs. Je ne suis pas en train d'écrire une scène de film. C'est vraiment ma vie. Je me rappelle un soir, j'arrivais pas. Le soir même où j'ai accouché, donc j'arrive pas à dormir.
J'entends que des bébés pleurer autour de moi. J'ouvre la porte, le couloir, il est noir. Il est noir, il n'y a pas une infirmière, il n'y a personne. J'arrive pas à dormir et j'ai l'impression d'être dans un cauchemar éveillé. Donc rien que le bruit de ces bébés, je supporte pas. Et d'un côté, je m'en veux parce que c'est pas ma nature, parce que j'ai l'impression de demander à ces femmes de taire leur bonheur et c'est pas ce que je veux. Mais je supporte pas d'être là entourée de ces pleurs de bébés la nuit. Donc du coup, je dors pas la nuit et j'entends que ça. Et donc le lendemain matin, cauchemar réveillé qui continue. On est dans la chambre, on reçoit de la visite de nos proches. Le téléphone sonne, mon mari décroche et au bout du fil, c'est l'accueil. Oui, monsieur et madame Lubello, veuillez vous présenter au bain pour le bain de votre fils. Mon mari dit non, je pense qu'il y a erreur, avec très, très cordialement. Non, mais si, vous n'avez pas pris le bain, je ne sais pas s'ils avaient un planning, s'ils avaient, je ne sais pas, vous n'avez pas pris le bain. Elle insiste. Mon mari aussi il insiste. Non, je pense qu'il y a une erreur. Elle réaffirme, vous n'avez pas pris le bain de votre enfant. Votre enfant n'a pas pris son bain. Et mon mari lui dit, c'est pas possible, ma femme a accouché d'un enfant mort-né. Ah, excusez-moi, ça raccroche. Donc là, on se regarde avec mon mari et on trouve que l'erreur, elle est belle et bien grosse, quoi. Mais on passe au-dessus. On passe au-dessus. Quelques temps après, donc on a la chef de service qui vient, qui s'excuse de l'erreur. On ne relève pas. On passe par plusieurs moments où on a l'impression qu'on a été mêlé à la foule et qu'il n'y a aucune distinction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce petit panneau, ce petit triangle où il y a écrit avec le petit point d'exclamation « Attention ». Que voilà, que là c'est un couple, mais c'est un couple sans enfant. Donc on tombe souvent sur des personnes qui nous font référence à notre enfant, mais c'est pas écrit sur notre front qu'on vient d'accoucher, enfin que j'ai accouché d'un enfant mort-né. Et c'est pas le premier justificatif qu'on a envie de donner lorsqu'on est face à une personne qui nous félicite d'avoir eu un enfant alors qu'on est venu accoucher d'un enfant mort. Alors, qu'est-ce que j'aimerais voir changer par rapport à mon expérience? Ça serait vraiment l'accompagnement, la sensibilisation aux femmes, sensibiliser les femmes. C'est pas les préparer quand elles sont enceintes, leur faire peur, mais avoir cette petite fenêtre. On dit attention, voilà qu'est-ce qui peut aussi se passer. Et voilà comment ça se passera si jamais cela arrive. Avoir un accompagnement, mais vraiment spécifique, dédié à ce genre de femmes, parce que en parlant de mon histoire, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont eu des fausses couches, parce qu'en fait, il ne faut pas négliger aussi les fausses couches. Certes, c'est une perte de sang, mais c'est aussi, on perd de la vie en fait. On perd du sang, mais on perd de la vie. Et souvent, on est négligé à cette étape-là, alors que pour une femme, au moment du test de grossesse, à partir du moment où il est positif, dans la tête, on est déjà maman, quand on se prépare à être maman. On n'est pas maman le jour où on donne seulement la vie, on devient maman quand, voilà, au moment où le test de grossesse, où on a fait la prise de sang, rien que ce papier où il y a écrit positif, on est maman. Donc, ne pas négliger des fausses couches. J'ai partagé avec une maman qui m'a dit, voilà Patricia, j'ai fait une fausse couche la semaine dernière, mon médecin n'a pas voulu me donner un arrêt maladie. Donc, pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas important, c'est pas grave. C'est pas grave de faire une fausse couche. C'est pas... Pourquoi, en fait, il n'y a pas un protocole spécifique qui est fait... Enfin, moi, c'est la question que je me pose. Hein. Après, je ne fais pas partie du corps médical, je revendique rien. C'est vraiment des questions, je me pose la question de savoir pourquoi, quand on vient accoucher d'un enfant mort, pourquoi on se retrouve à côté dans la même chambre de femmes qui viennent de donner la vie et dont l'enfant va pleure. Enfin, je comprends pas, je me pose des questions. Peut-être même qu'il y a des cliniques spécifiques à cela qui existent, mais pourquoi je n'ai pas été orientée? Enfin, plein de questions. C'est revoir l'accompagnement, c'est
c'est vraiment s'adapter aussi, parce que je pense que chaque femme a une façon de porter le deuil, d'encaisser en fait, d'encaisser les choses. C'est laisser le temps parce que peut-être que sur le moment, on n'a pas besoin de psychologue, on n'a pas besoin d'accompagnement, mais peut-être après coup, quand on va retourner avec la famille, quand on va reprendre son train de vie, reprendre le travail, affronter ces mêmes personnes qui nous ont vues enceintes et qui, du coup, on revient sans enfants, des personnes même lambda qui nous ont juste vues enceintes, avec qui on n'a pas forcément de relation, on n'a pas forcément d'amitié, mais ils nous ont vues. Enfin, le regard des gens, comment accompagner ces femmes dans le regard des gens, parce que accompagner aussi les couples, parce que ce n'est pas tous les couples qui arrivent à surmonter tout cela. Bon, comme je dis, moi, grâce à Dieu, pour nous, c'est la foi qui nous a aidés, qui nous a surmontés, mais il y a des couples qui ont été brisés, il y a des femmes qui n'ont pas réussi jusqu'à présent à avoir un autre enfant. Voilà, qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire en termes de prévention, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Je me dis d'un côté que dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu plein d'expériences personnelles. Aujourd'hui, avec du recul, parce qu'on est vraiment parti du principe que, voilà, nous, on aime se dire avec mon époux que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et on a eu tellement, tellement d'amour des gens, on a eu tellement d'expériences personnelles, ça a renforcé aussi notre union. Mais on a eu aussi un petit garçon, il faut le préciser aussi. Et voilà, et autour de moi, c'est pas forcément comme ça. Il y a des femmes aujourd'hui qui portent la culpabilité, elles ont honte, elles ont la pression de la famille, elles sont jugées, enfin, c'est tellement difficile. Il n'y a pas de bienveillance. Voilà, ça fait 4 ans qu'elles sont mariées, X temps. Pourquoi elle n'a pas d'enfant, elle? Elle, directement, encore la responsabilité de la femme dans le couple, parce que, enfin, plein de choses.